Les questions que pose ce cours sont donc de plusieurs ordres. Premièrement, il est nécessaire de se poser la question de savoir qu'est-ce que la sexualité humaine. Deuxièmement, est-ce qu'il y a une voie d'épanouissement possible de cette sexualité humaine? Troisièmement, quelles sont les problématiques liées à la sexualité humaine, entendues comme les problématiques identitaires liées à la sexualité humaine? Et comment donner des éléments pour pouvoir les résoudre? Alors notre première partie, c'est pour étudier ensemble ce que l'on appelle la dimension biologique du sexe. Il faut bien que vous compreniez quelque chose, c'est que l'histoire de la biologie n'est absolument pas évidente. Vous, ce qui vous semble évident aujourd'hui, à savoir qu'il existe un sexe chromosomique, un sexe gonadique, un sexe phénotypique, qu'il y ait des échanges hormonaux, que tout cela est lié évidemment à des gonades qui produisent par ailleurs aussi des éléments qui vont donner lieu à l'apparition d'embryons s'ils sont unis, des gamètes. Tout cela a mis longtemps à apparaître. En fait, je me suis un peu amusé déjà à repartir de Hippocrate. Pour Hippocrate, donc on est en moins 300 avant notre ère, avant Jésus-Christ. Pour Hippocrate, il faut bien comprendre une chose, c'est que l'homme et la femme produisent tous les deux une semence. Chacun produit un sperme et cet apport mutuel va générer un nouvel être humain. Alors le sperme de l'homme est assez facilement identifiable. Le sperme de la femme, est-ce que vous le connaissez pour Hippocrate, ce que c'est? Oui, non? Non? C'est la glaire cervicale, qui est produite notamment au moment de la jouissance de la femme. Et vous allez le voir, pendant toute l'Antiquité, Antiquité tardive et Moyen-Âge, pour avoir un enfant, dans leur esprit, il est nécessaire de faire jouir sa partenaire. La fécondité est éminemment liée à la jouissance de la partenaire. Tant et si bien qu'en cas de frigidité, ça pouvait être une cause de divorce. C'est-à-dire que si la femme était incapable d'éprouver du plaisir au lit, eh bien, en fait, ça ne valait pas le coup de se marier avec elle, puisqu'on ne pourrait pas avoir d'enfant avec elle. Voilà pourquoi, d'ailleurs aussi, la stérilité d'un couple était vécue principalement comme étant de la faute de monsieur n'étant pas capable de faire jouir sa partenaire. Et donc, il était plutôt moqué à ce niveau-là. Je vous parle évidemment, donc là on est chez les Grecs, chez les Juifs, c'est complètement différent. Mais en tout cas, chez les Grecs, c'est de cet ordre. Va arriver plus tard, à peu près au même moment, si on regarde à l'échelle de ce qui nous sépare de cette période, Aristote. Alors Aristote, lui, il a une autre thèse qui va complètement déstabiliser la compréhension que les gens avaient de la différenciation sexuelle. Pourquoi ? Parce que chez Hippocrate, le fait de dire que l'homme et la femme ont deux semences, ça veut dire que dans l'acte générateur, ils sont égaux. En tout cas, il y a besoin des deux, ils sont tous les deux essentiels. Et aussi que toutes leurs caractéristiques sexuées servent la production soit du sperme féminin, soit du sperme masculin. Puisque tout est finalisé à la reproduction.
Entendez bien, hein, pour un grec, la sexualité, contrairement à tout le délire qu'on a voulu se taper néo-freudiste en disant mais les Grecs avaient cette conception de l'amour sexuel complètement débridée, etc., pas tellement. C'est-à-dire que même si vous étiez homosexuel, c'est-à-dire que votre préférence de désir allait plutôt vers les personnes de même sexe que vous aviez une nécessité de vous marier. Il fallait que vous donniez des enfants à la cité. Donc en fait, on ne se posait même pas la question de savoir si ça correspondait à votre désir ou pas. On vous disait, très bien, mais marie-toi, et en plus, il faut que tu déclenches du plaisir chez ta femme. Donc, voilà, et que tu y trouves un espèce de plaisir. Chez Aristote, à nouveau, la sexualité est totalement comprise à partir de la question de la fécondité, mais le sexe de la femme n'est plus du tout ce qui produit, à proprement parler, la glaire cervicale, mais va être autre chose. Pourquoi ? Parce qu'Aristote se rend compte que même des femmes qui n'éprouvent pas de plaisir pendant l'acte sont capables de tomber enceintes. Des femmes se faisant agresser sont capables de tomber enceintes. Ça veut dire que, soit vous êtes un fou furieux et vous commencez à dire, et ça veut dire que dans le fond, elles aiment ça, ce qu'on a pu entendre après, plus tard, soit vous êtes un peu plus médecin, un peu plus biologiste comme Aristote, et vous dites, ça veut dire que ce n'est pas la glaire cervicale qui sert à la fécondité. Mais alors c'est quoi ? Aristote dit, qu'est-ce qui distingue l'homme de la femme en termes de production ? Allez-y, mettez-vous à la place d'Aristote. Vous n'avez pas de microscope. Qu'est-ce qui distingue ? Attention, en plus, Aristote ne réfléchit pas en termes d'homme et de femme, il parle de femelle et de mâle. Qu'est-ce qui distingue le mâle de la femelle en termes de production ? Qu'est-ce que la femelle produit que l'homme ne produit pas ? Ouais. Le lait, super. Bon, est-ce que c'est par le lait qu'on féconde ? Non. Donc Aristote évacue cette hypothèse. Quoi d'autre ? Ouais. Les règles. A priori, ça sort par le même endroit que le bébé. C'est donc que le sang menstruel est ce qui permet la fécondité. Donc, l'organe sexuel par excellence, pour Aristote, devient quoi ? Eh bien, ça devient la matrice. Utérus, endomètre, etc. C'est ça l'organe femelle. On laisse tomber la question du plaisir, on laisse tomber la question vaginale, on laisse tomber la question clitoridienne, on s'en fout complètement. Ce qui est le plus important quand on regarde une femelle, c'est de regarder l'utérus et la matrice. Oui, mais attendez, l'homme, il a aussi du sang. Ça veut dire que la femme, elle ne produit rien de spécifique. Elle ne fait que produire du sang. Elle a du sang en trop. Alors, pour ça, il faut bien comprendre comment Aristote envisage les choses et essaye de comprendre les choses. Alors, je vous invite à beaucoup de bienveillance. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, ils n'ont pas tous nos outils. Vous mettriez un Aristote dans un laboratoire actuellement, il aurait les mêmes conclusions que vous. Là, lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il dissèque des animaux. Et il essaye de comprendre comment ça fonctionne. Et il se dit, clairement, il observe un truc, c'est que quand les gens jeûnent, quand vous privez d'alimentation quelqu'un, il n'a plus envie de copuler. Ça veut dire qu'il faut une certaine énergie pour pouvoir copuler. Pourquoi ? Et là, il nous fait toute une hypothèse. Il dit, l'aliment, quand il arrive dans l'estomac, en fait, il va être cuit. On va le cuire. À l'aide d'enzymes, à l'aide d'acides, un petit peu comme de la chaux viendrait cuire en fait un élément biologique, on va cuire l'aliment de telle sorte qu'il se transforme et soit absorbé, de manière un peu étonnante, mais qu'il soit absorbé. Cette cuisson va donner lieu, premièrement, vous prenez de la carotte, par exemple, vous bouffez de la carotte, vous cuisez la carotte, et ça va donner lieu à de la lymphe. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il appelle la lymphe ? Un liquide transparent qui affleure au niveau des veines. Si vous continuez la cuisson de cette lymphe,
ça devient du sang. Si vous continuez la cuisson du sang, ça devient du sperme. Donc, qu'est-ce qui distingue le mâle de la femelle? C'est que la femme, elle ne produit pas de sperme. Donc, elle a trop de sang. Donc, il faut qu'elle l'évacue. Sauf si elle reçoit du mâle le sperme. Et à ce moment-là, le sperme va faire quoi? Il va se servir du sang de la femme pour façonner un nouvel être. Ouais. La théorie, c'est qu'il faut copuler pendant les règles? Non, parce que les règles sont du sang qui n'est plus viable. Ce qui va entraîner toute une pensée sur le fait qu'il y a une toxicité du sang menstruel, le fait que cette idée de la femme impure pendant ses règles, qu'il ne faut pas toucher, pendant les médecins de la Renaissance, qu'il ne faut surtout pas toucher le sang des règles, etc. Les sorcières qui utilisaient le sang des règles pour pouvoir empoisonner les amants, etc. Oui, ce genre de délire. Simplement pourquoi? Parce qu'à la base, il y a un biologiste qui a émis une hypothèse en disant, finalement, le surplus de l'alimentation, de nourriture, à savoir le sang, qui devrait servir en réalité d'argile pour pouvoir fabriquer un nouvel être humain, il est évacué. Comment ça se fait que la femme n'arrive pas à cuire le sang? Pour Aristote, c'est très simple, elle manque de chaleur. Elle manque de chaleur, voilà pourquoi elle n'arrive pas à cuire les aliments pour avoir les choses que les mâles ont. Les mâles, ils ont quoi de différence? Premièrement, ils ont des muscles qui sont plus épais, ils ont des poils qui sont plus drus, ils sont plus rigides et plus fermes au niveau de la musculature, et résultat, cela, il l'explique en disant, vous voyez, en fait, comme l'homme cuit énormément son sang, il est capable de créer plein de trucs, de la barbe, de plus grande musculature, etc. La femme qui est moins capable de ça, elle aura justement des muscles moins épais, des poils plus fins, elle aura une souplesse des membres avec une mollesse des membres aussi, plus grande que celle des mâles. Alors, Aristote remarque quelque chose, il se dit, c'est quand même fou parce que la femelle humaine est celle qui a les règles les plus abondantes. Tandis que les autres animaux femelles ont des règles qui sont petites. Comment ça se fait? Et là, à nouveau, l'hypothèse répond. En fait, les autres animaux, ils ont besoin de sang pour pouvoir créer plein d'autres trucs. De la fourrure, des griffes, des crocs, du cuir, etc. Donc il ne reste pas beaucoup de sang, en fait. Alors que chez la femme, il n'y en a pas besoin, donc résultat, il y a du sang en abondance chez la femelle. Alors ça entraîne des différences de caractère, ce manque de chaleur. Ça fait que la femme, la femelle humaine, elle va être plus douce, parce qu'elle va être moins saisie par la chaleur. Elle va être plus dans une froideur. Il prend cette comparaison, il dit, regardez la torpeur qui vous saisit lorsque vous avez froid, c'est un petit peu ça en fait. Pourquoi on a parlé de frigidité? C'est la froideur, cette idée de la froideur. Les femmes ont globalement plus froid que les hommes. Aussi, elle a une tendance à la compassion, bien plus grande que les mâles. Une tendance aussi à la pitié. Elle va avoir tendance aussi à se plaindre un petit peu plus. Pourquoi? Parce qu'elle est plus faible. Et de manière générale, alors ça, ne me demandez pas d'où il tire ça à partir de sa biologie, elle est plus jalouse que l'homme et elle aime plus les disputes que l'homme. Tandis que l'homme,
lui, en raison de sa chaleur, il est plus agressif, plus vengeur, plus dur, parfois plus courageux, mais il est plus simple, un peu bébête, et moins rusé. Pourquoi ? Parce qu'il est beaucoup trop spontané, en raison de sa chaleur. Vous voyez comme là, il y a un petit glissement de la biologie à la caractériologie. En raison des caractéristiques biologiques, on en déduit un caractère. Alors il va bien préciser une chose, c'est que la femme et l'homme ont des organes complètement différents. La femme a une matrice que l'homme n'a pas, et l'homme a un phallus et des testicules que la femme n'a pas. Sauf que ce n'est pas que cela qui est différent. Aristote a une intuition, il n'a pas les gènes en tête. Aristote a une intuition, c'est le fait de dire, puisqu'il y a des organes différents, ça veut dire que l'entièreté du bazar biologique doit être différente. Mais ça pose un problème pour Aristote. Pourquoi ? C'est que la femme produit du sang dans la génération. L'homme produit du sperme. Donc, celui qui est réellement agent dans la génération, c'est qui ? Ouais, c'est l'homme. L'homme produit quelque chose qui va façonner. Sauf qu'Aristote a une thèse physique. Il s'est rendu compte qu'une cause ne peut engendrer qu'un effet qui est semblable à elle. Le feu ne peut que chauffer. Pourquoi ? Parce que le feu est chaud. Donc, l'homme, le mâle, lorsqu'il cause la génération, il devrait engendrer quoi ? Un garçon. Uniquement des garçons. Problème, il produit des femelles. Et là va arriver la thèse d'Aristote, c'est le fait de dire que la femme, c'est en fait, la femelle, c'est en fait un mâle manqué. Un mâle raté. Et même certains textes, il va dire la femelle, c'est le début de la monstruosité. Entendez monstre comme étant ce qui n'est pas ce que la nature était censée faire. Vous savez, quand vous avez des personnes qui sont lourdement handicapées, Aristote aurait dit que ce sont des monstres. C'est-à-dire que la nature ne projetait pas ça dans le plan initial. Ça va entraîner quoi, le fait de dire que la femme est un mâle manqué ? Ça va entraîner que Aristote va dire, vous voyez, au niveau biologique, la femme est un mâle manqué, donc au niveau moral, c'est un mâle manqué. C'est-à-dire qu'elle n'est pas capable de tempérance, elle n'est pas capable de justice, elle n'est pas capable de force, elle n'est pas capable de prudence. Elle est un peu comparable à un esclave. Un peu. Vous voyez comme de la biologie, on en tire une conséquence sociale. Bon, il faut bien que vous vous rendiez compte d'une chose, c'est que Aristote a écrit donc ça, mais sauf qu'on a retrouvé son testament. Et dans son testament, il lègue toute sa fortune et toute la gestion du domaine à sa femme. Alors que dans le livre des Politiques, il dit que la femme ne peut pas gouverner, parce que c'est un mal manqué. Donc c'est pour vous dire que, bon, il faut prendre du recul un peu quand même sur ce qui peut être dit. Est-ce qu'il n'était que en train de reproduire une culture de l'époque qui était, quand même, il faut le dire, sacrément en défaveur de la femme ? Peut-être. Mais il va falloir arriver au IIe siècle de notre ère pour qu'il y ait un médecin de génie qui s'appelle Galien, qui réfute Aristote. Et il va le réfuter de manière très scientifique. Comment vous pouvez montrer à Aristote qu'il a tort ?
qu'il a tort sur le fait que c'est seulement le mâle qui produit quelque chose dans la génération. Vous êtes médecin, vous devez prouver cela. Oui. Parce que sinon, tout seul, il pourrait produire quelque chose. Alors, Aristote avait déjà vu cette objection. Il a dit non, il est nécessaire qu'il y ait du sang en plus que l'homme ne produit pas. Donc il faut bien une matière que la femme fournit. Mais entendez bien, hein, cette matière que la femme fournit, pour Aristote, elle n'a aucune causalité. C'est de l'argile. Et celui qui instaure, qui introduit la forme humaine, c'est le mâle. Ouais. Parce qu'il y a des enfants parfois qui ont les caractéristiques de la mère. Ah voilà. Galien va dire, attendez, il y a des enfants qui ressemblent à la maman. Mais même, cher Aristote, il y a des enfants qui ressemblent à la grand-mère maternelle. Si réellement la femme n'avait pas de causalité, ça ne serait pas possible. Donc la femme a une causalité. Donc, entre Aristote et Galien, qui a raison Aristote et Hippocrate, qui a raison? C'est Hippocrate. Et Galien va dire, Hippocrate a raison. Aristote a peut-être raison sur la question de la chaleur. Ça, d'accord, passe encore. Que la femme ait moins de chaleur que l'homme, ok, pourquoi pas. Mais sur la question de la génération, non. Et alors, ce qu'il va remarquer, notre ami Galien, c'est que l'appareil génital féminin est inverse à celui masculin. Mais inverse, lui, il va aller carrément loin pour l'époque. C'est-à-dire que Galien, il va vous dire, regardez, le prépuce, en fait, en réalité, a exactement quasiment la même distance que la longueur du vagin. Ce qui est étonnant, puisque le prépuce se décalote et fait la même taille qu'un vagin. Quand on regarde, le gland épouse quasiment la même forme que le col de l'utérus. Les bourses sont, alors il donne cet exemple-là, il dit, mais si vous sortez les ovaires par l'intérieur et vous le faites sortir par le vagin, vous vous retrouverez avec l'utérus qui forme des bourses autour des ovaires. Et même, il va dire, mais regardez, il y a bien quelque chose qui se dresse lorsqu'il y a une excitation féminine. Et c'est justement le clitoris, qu'on n'appelle pas clitoris à l'époque. Donc ça veut dire que la femme n'est pas un mâle manqué. C'est juste une image miroir, en fait. On est face à un miroir qui reflète de manière inversée les caractéristiques du mâle. Donc, on va revenir à la question de la production de la semence. Et pour Galien, c'est évident, ce qui est produit au moment de la jouissance féminine, alors au moment, c'est pas aussi, pour Galien, il a bien remarqué, la production de la glaire cervicale ne se fait pas par biais d'éjaculation, c'est pas un éjaculat, c'est vraiment une production plus ou moins progressive chez les femmes. Aristote avait remarqué déjà qu'il y avait une différence de quantité, alors ne me demandez pas comment il a fait, une différence de quantité entre les blondes et les brunes, que les blondes avaient tendance à produire davantage de glaire cervicale que les brunes. Je ne sais pas, je dois vous avouer, je ne suis pas allé vérifier jusqu'à ce degré-là. Mais en tout cas, voilà, on connaît cette glaire cervicale. Alors, il y a évidemment la question des femmes fontaines. Pour ces médecins de l'Antiquité, les femmes fontaines, en fait, c'est vraisemblablement lié à la vessie. Ce qui n'est pas faux. C'est-à-dire que la femme fontaine, c'est véritablement une production des reins. Et donc ça passe par le méa, justement, de la vessie. Donc, en fait, comprenez bien qu'à l'époque, d'une part, ils n'ont pas peur de disséquer les trucs, et donc ils regardent, et ils en tirent des conclusions. Alors, il va y avoir l'héritage de cela dans notre Occident.
Là, on est toujours à l'Antiquité. Là, je suis obligé de faire des petits sauts à la hache, je suis désolé, c'est pas très rigoureux, mais c'est nécessaire. Galien, Aristote et Hippocrate vont être paumés, vont être perdus. On va perdre leurs manuscrits pendant énormément de temps. Il n'y a qu'à certains endroits que ça va durer, mais pas beaucoup. Il faut attendre le XIe siècle pour qu'on redécouvre Galien. Avant cela, la médecine était un peu plus traditionnelle, pouvait être souvent associée à la religion d'ailleurs. Bref, la médecine telle qu'on la pense aujourd'hui, il a fallu attendre le XIe siècle. Ça va être redécouvert par un certain Constantin l'Africain, qui va redécouvrir aussi un certain Avicenne. Avicenne, c'est un auteur arabe qui a commenté Aristote, qui est médecin. Avicenne, il est médecin. Et il va commenter Aristote tout en ayant connaissance de Galien. Et alors, Avicenne, lui, va faire un mix des deux. Il va dire que il y a bien deux semences, mais Aristote a raison dans le sens où il y en a une semence où c'est de la matière et l'autre semence c'est de l'agent, c'est de la forme. Vous voyez. Il va falloir attendre le XIIIe siècle pour qu'on redécouvre Aristote. Mais là, vous voyez, on a un petit problème. C'est qu'on va croire que Aristote est novateur par rapport à Galien à cette époque. Pourquoi ? Parce qu'on a redécouvert d'abord Galien. Sauf que Galien, il arrive après Aristote. Et au XIIIe siècle, les théologiens, parce que c'est les théologiens là, à ce moment-là, vont se mettre sur la tronche, sur la question de l'homme et de la femme. Alors notamment, il va y avoir une querelle, ça va vous faire marrer, mais une querelle qui pour vous, n'a pas grand-chose à voir, c'est qu'il y a des franciscains qui vont commencer à dire que la Vierge Marie, la maman de Jésus, elle était immaculée, conception. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elle était conçue sans péché, qu'elle n'avait pas de péché. En face des franciscains, vous avez les dominicains qui vont dire c'est impossible. Pour des raisons théologiques que je vous passe, mais ils vont donner des raisons médicales. Et ils vont dire quoi ? En réalité, quand on voit l'autorité d'Aristote, la femme ne transmet rien dans la génération. Comme elle ne transmet rien, alors elle ne transmet pas son péché. Donc il n'y a aucune nécessité qu'il y ait de l'Immaculée Conception. Aucune nécessité. Parce que les franciscains, eux, ils prenaient Galien, ils disaient, mais regardez, la femme, elle produit une semence, ça veut dire que le Christ a été créé à partir de la semence de la Vierge Marie. Imaginez qu'aujourd'hui, ces gens, ils poseraient la question, par exemple, quel est le code génétique du Christ ? Ça, vous voyez, c'est une question. Quand moi je m'amuse à la poser à des prêtres, par exemple, les prêtres me regardent en disant « Mais on s'en fiche. » Non, mais pas du tout, on s'en fiche pas. Il a combien de chromosomes, le Christ ? Si c'est un être humain, 46. Il vient d'où le chromosome Y ? Ça ne peut pas venir de Joseph. Ou alors, il en a 23 ? Ou 24 ? Comment ça se passe ? Oui, pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'il y a certains miracles qui sont chelous. Vous savez, il y a des ce qu'on appelle des hosties sanguinolentes. Vous avez des gens, vous savez, ils consacrent le pain et le vin en corps et en sang du Christ. Là, c'est un truc qui s'est passé, c'est le pape François qui a dû gérer ça quand il était évêque. Je peux vous assurer que ça ne devait pas être très drôle. Il y a un prêtre qui, il y a une hostie qui tombe par terre. Donc, résultat, il la prend, l'hostie qui tombe par terre, et normalement, la consigne, quand ça arrive, c'est que vous la mettez dans un petit bol d'eau, histoire qu'elle se dissolve, et une fois qu'elle est complètement dissoute, vous la rejetez. D'accord ? Une hostie consacrée. Bon, le prêtre fait ça, dans le bol, dans le tabernacle, il ferme le tabernacle, il y retourne le lendemain, et là, quand il ouvre le truc, il se rend compte qu'il y a de l'hostie avec du sang partout.
et un espèce de caillot qui est collé à l'hostie. Donc, glauque. Mais il se dit, bon, qu'est-ce qu'on en fait? Il l'amène à l'évêché. C'est un Joseph Bergoglio qui doit gérer ça, parce que c'est lui l'évêque. Et là, que fait Joseph Bergoglio? Il dit, très bien, vous allez me chercher tous les médecins athées que vous connaissez. Vous m'emmenez ça au labo. Ils me font une analyse de ce que c'est. Les gens analysent le sang. Alors, problème, les scientifiques disent, c'est un canular. Je ne sais pas comment vous avez fait, mais c'est un très bon canular. Pourquoi? Parce que c'est un sang qui a 24 chromosomes, mais qui a été prélevé sur quelqu'un qui était vivant. Et en très très grande souffrance, à l'état quasiment de torture. Parce qu'il y a une acidité très très forte dans le sang. Eh bien, sachez qu'au Moyen-Âge, les mecs se posent des questions pour savoir si, médicalement parlant, c'est possible tout ça. Et notamment sur la question de l'Immaculée Conception. Et donc on se frite sur la question avec Aristote, et finalement, celui qui va gagner la bataille, ce n'est pas Galien, c'est Aristote. Et on va finir par dire que la femme est un mal manqué, biologiquement. En 1559, un certain Colombo va découvrir que le clitoris, c'est le siège par excellence du plaisir de la femme. Ce qu'ils appellent clitoris à l'époque, ce n'est que l'extrémité du clitoris qui est juste située au-dessus de la vulve, sur le dessus de la vulve. Pourquoi c'est important de se rendre compte de ça? Parce qu'à ce moment-là, va arriver une théorie sur le fait que si vous stimulez le plaisir d'une femme, vous allez la rendre plus féconde. Oh, on revient à la thèse de Galien. Sauf que, évidemment, il faut que les croyants arrivent sur le bazar. Il y a un protestant, en 1750, un protestant qui s'appelle Samuel Auguste Tissot, Suisse protestant, qui est médecin, et qui va dire que la masturbation produit de graves effets au niveau de la santé. Plus vous vous masturbez, plus vous risquez d'être malade. Et donc, on va développer, il faut lui dire merci, des pratiques thérapeutiques, des excisions par exemple, thérapeutiques, dans le but évidemment d'empêcher toute tentation qui pourrait entraîner de graves maladies chez ces pauvres femmes qui se masturberaient. Donc on passe de la masturbation, ah oui, parce que j'ai oublié de vous dire, pardon, à partir de Colombo, des prêtres vont dire à leur mari, pardon, les prêtres à leur mari, tais-toi, François Marie. Des prêtres vont dire aux maris de certains couples, vous n'arrivez pas à avoir d'enfants, mais masturbez là. Il faut l'aider là. Il faut l'aider à avoir du plaisir. Parce qu'on a découvert avec Colombo que le clitoris était le siège du plaisir et ça entraînait la fécondité. Donc allez-y. Donc vous aviez l'Église catholique qui disait c'est super, allez-y, faites-lui plaisir, le bon Dieu vous le rendra. Et de l'autre côté, vous avez des protestants qui arrivent qui disent si vous lui faites plaisir, vous allez la buter. Donc vous comprenez le problème, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec des injonctions complètement contradictoires sur cela. Ça arrive jusqu'à des choses terribles aux États-Unis en 1830 avec un certain Robert Batey qui a donné l'opération Batey, c'est ce qu'on appelle une ovarectomie, c'est-à-dire que pour soigner ce qu'ils appelaient la nymphomanie, il y a des femmes qui étaient trop portées sur la chose, eh bien on lui retirait les ovaires. C'est une manière très claire de soigner le mal par le mal. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ce lien-là, mais voilà. Alors, en 1824, vous voyez, on n'est pas très loin de notre époque, mais vraiment, c'est pas très loin de notre époque. 1824, un certain Jean-Louis Perrault va découvrir le rôle fécondant des spermatozoïdes. En 1827, l'embryologiste
Karl Ernst von Baer va découvrir l'ovule. Les spermatozoïdes, on avait compris. C'était dans le sperme, c'était facile. On ne savait pas trop comment ça se passait du côté de la femme. Il a fallu attendre 1827 pour découvrir l'ovule. En 1876, un certain Charles Négrier va émettre l'hypothèse du fait qu'il y a une ovulation qui est spontanée, qui n'a pas besoin d'être déclenchée. Pourquoi ? Parce que jusqu'à présent, les médecins considéraient que pour déclencher l'ovulation, il fallait quoi ? Du plaisir. Et en fait, les médecins ont commencé à se dire, mais ça se trouve, il y a une ovulation spontanée. Donc, il n'y a plus besoin de plaisir féminin. Donc, qu'est-ce que vous faites ? Vous virez de tous les manuels d'anatomie le clitoris. Parce que ça n'a aucune utilité. Vu que ce n'est que pour se faire plaisir. En 1880, là à nouveau, parce que c'est vraiment, il y a des gens qui sont des fous furieux, mais il y a un médecin qui dit très bien, bon, pour soigner l'hystérie, il faut masturber les femmes. Bien sûr. Ça représentait quand même 30% du chiffre d'affaires des médecins. Des femmes qui venaient se faire soigner pour de l'hystérie. Crise d'hystérie, et hop. Et alors vous aviez des petits appareils, c'est comme ça qu'on a inventé les vibromasseurs, c'est-à-dire en tout cas les prototypes de vibromasseurs, où on s'est dit finalement pour soigner la femme, il faut la masturber. En 1905, notre cher ami Sigmund Freud va déclarer qu'il y a deux types de plaisir pour la femme. Le plaisir vaginal et le plaisir clitoridien. Vous allez voir à quel point, mais c'est tellement, tellement stupide. Bref. Bon. Le plaisir clitoridien pour Freud est infantile. Donc c'est une régression. Le seul plaisir valide pour Freud, en termes de libido valide pour la femme, c'est le plaisir vaginal, donc nécessairement en rapport à la pénétration qui plus est pour Freud masculine. Alors en 1960, on est il y a 60 ans, on vire définitivement toute mention du clitoris dans les livres de médecine. Je reprends là. En 1975, on arrive, les amis, on est à 50 ans de notre époque. Il y a une certaine Sherry Haidt, une américaine, qui va faire un sondage aux États-Unis et qui va se rendre compte que la majorité des femmes, pour éprouver du plaisir, en fait, c'est le clitoris. C'est absolument pas au niveau vaginal. Son rapport a un effet de séisme dans la société bourgeoise américaine, évidemment. Et en 1998, chers amis, 1998, pour certains, c'est à quelques années de votre naissance. 1998, il y a une certaine Hélène O'Connell qui se rend compte que lorsque l'on opère les hommes au niveau de tout l'appareil génital, il y a une très grande prise en compte de l'appareil nerveux, notamment au niveau érectile, etc. Les médecins font très très attention dans la chirurgie à ne pas rompre ces nerfs-là. Et quand elle pose la question aux médecins en leur disant « mais pour les femmes, notamment lorsque vous faites des épisiotomies et compagnie, est-ce que vous faites attention ?» Et les médecins de lui répondre « mais en fait, on ne connaît pas les nerfs qui y passent. » Parce que les médecins ne savaient pas ce que c'était qu'un clitoris. Et sauf que, donc en 1998, il va y avoir un travail qui va être fait sur c'est quoi un clitoris. Et ils vont se rendre compte que c'est un truc qui a 5 branches, qui est de cette forme-là, à peu près,
avec uniquement cette partie-là qui est en externe, et ces 4 branches, qui peuvent faire 10 cm chacune, ces 4 branches entourent le vagin. Ah, Freud! Ça veut dire que le plaisir vaginal, c'est un plaisir clitoridien. Et qu'en fait, le clitoris est un organe qui n'a comme vocation que de faire éprouver du plaisir à la femme. Pourquoi? Dans quel but? Dans quel but? Allez. Oui. Pour favoriser la pénétration. D'abord la pénétration et ensuite la reproduction. Parce que le plaisir, notamment qui entoure le vagin, va entraîner une lubrification qui va accélérer. Une fois que les spermatozoïdes sont justement dans la glaire cervicale, c'est un autoroute pour eux, et voilà, ils y arrivent très bien. Sachant que le plaisir féminin va être éminemment lié, pour beaucoup de femmes, à la temporalité dans le cycle. C'est-à-dire que, alors je parle pour les femmes qui ne sont pas en train de prendre la pilule, parce que là, ça a tendance à geler en fait justement le système nerveux au niveau de la récompense. Par exemple, une femme, lors de son ovulation, aura une facilitation au niveau de la lubrification de son vagin, et il y aura une ouverture du col aussi au niveau de la glaire cervicale. Passé ces 3 jours, il y a une refermeture du col. Avant ces 3 jours, voilà. Certaines femmes, avant l'ovulation, ont ce qu'on appelle une lubrification constante. D'autres femmes sont dans une situation de sécheresse vaginale. La seule différence, c'est qu'au moment de l'ovulation, il va y avoir cette lubrification qui va avoir lieu. Bon, on en parlera plus tard, et voilà. Bon, ça veut dire, chers amis, qu'on se retrouve avec une histoire sur la biologie sexuelle, avec des espèces d'avancées, de retour en arrière, etc. Et pour vous dire, on va encore en découvrir, vraisemblablement. Toujours est-il que, en termes biologiques, il existe 2 polarités qui sont ce qu'on appelle des identités sexuelles. Ces 2 polarités sont la polarité mâle et la polarité femelle. Je dis ça pour vous, futurs médecins. Attention, la polarité mâle aura des caractéristiques que la polarité femelle n'aura pas, et inversement, ce qui est à prendre en compte, notamment dans tout le travail thérapeutique. On sait par exemple que certains traitements ne doivent pas être dosés de la même manière en fonction de si c'est un homme ou en fonction de si c'est une femme. Pourquoi? Parce que certaines hormones vont avoir tendance à potentialiser certains traitements, d'autres vont avoir tendance à les réduire. Certains aliments, par exemple, si vous faites boire du lait de soja en permanence à un mec, eh bien, malheureusement, le mâle va moins bien assimiler le soja. Pourquoi? Parce que c'est un œstrogène-like, et donc, résultat, il va se mettre à avoir, bon, il faut en boire des litres et des litres, hein, mais les seins qui poussent, moins de pilosité, etc. Bon, il faut le savoir, c'est-à-dire que la biologie sexuée, et donc l'identité sexuelle, eh bien, admet des variations. Ceci étant dit, au niveau biologique, on va distinguer 3 réalités. Le sexe biologique, il admet 3 réalités. L'identité sexuelle biologique, elle admet 3 réalités. Premièrement, le sexe chromosomique. Deuxièmement, le sexe gonadique. Troisièmement, le sexe phénotypique. Et si vous me suivez bien, il faut savoir qu'à chacun de ces stades, il va y avoir possiblement de la variété. C'est-à-dire qu'au niveau chromosomique, vous pouvez avoir des erreurs chromosomiques. Elles sont la plupart du temps pas viables, mais elles existent. Au niveau gonadique, vous allez avoir des variations, et même des variations entre les individus. Au niveau phénotypique, alors là, vous avez la plus grande variété possible,
puisque vous allez avoir des individus qui vont avoir pour autant la même identité sexuelle, mais absolument pas la même apparence sexuelle. Nous allons le voir après la pause, on se retrouve à 11h. La vidéo est maintenant terminée. Il te faut repartir dans la réalité. Mais si tu veux vraiment avec moi continuer, faut pas hésiter et tu peux t'abonner. On danse, on sourit, la joie nous envahit. On s'envole, on rit, c'est ça la philosophie. Mais entends mon ami, on se prend pas au sérieux ici. On est tous humains, c'est ça la vraie vie. Abonne-toi et laisse un mot. Partage bien la vidéo. Viens fripounet et entre dans la danse. Dans la communauté, on pense en cadence. Vas-y, abonne-toi. Yeah, yeah. Et entre dans la danse. Yeah, yeah. Vas-y, danse, danse. Yeah, yeah. Oh. Retourne dans ta vie d'un pas décidé, car la philosophie ne va plus te lâcher. Loin des folles folies et du prêt à penser, tu vas goûter ta vie, c'est ça la liberté. Abonne-toi et laisse un mot. Partage bien la vidéo. Viens fripounet et entre dans la danse. Dans la communauté, on pense en cadence. On danse, on sourit, la joie nous envahit. On s'envole, on rit, c'est ça la philosophie. Mais entends mon ami, on se prend pas au sérieux ici. On est tous humains, c'est ça la vraie vie. Abonne-toi et laisse un mot. Partage bien la vidéo. Viens fripounet et entre dans la danse. Dans la communauté, on pense en cadence. Abonne-toi.